Salut à tous et bienvenue dans ma Burgundy avec un joli petit paysage derrière mon dos, une vue sur Auxerre qui est pas moche. Puis tiens, ça va être sympa, ça va changer un peu de cadre. Et bien, pour aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va s'intituler Comment bien débuter dans le monde du PCP. Oui, le PCP, c'est en pleine démocratisation, on en voit de plus en plus, on entend en parler de plus en plus, on en voit dans toutes les armureries et bien c'est pas si simple quand on débute à se dire le canon il se casse plus, c'est plus une carabine qui fonctionne par brisure de canon, il y a un cylindre, comment ça se recharge, une pompe. Et bien on va voir tout ça ensemble. Alors par exemple comment recharger, pompe, bloc de plongée, compresseur chinois, les projectiles, est-ce qu'il faut du plomb Diabolo, 4,5, 5,5, 6,35, 9 mm, c'est pour ça que j'ai ramené pas mal de plomb, ou il faut du slug, quel intérêt de tirer avec du slug, par quoi commencer, est-ce qu'il faut prendre une carabine qui vaut 2000 € ou une carabine tout équipée avec 500 €, quel budget il faut qu'il faut compter pour débuter dans le PCP, à quoi s'attendre avec un calibre 4,5. Je vais répondre et je vais essayer de vous guider honnêtement sur le monde du PCP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc premier chapitre, comment ça se recharge. Alors, il y a une question à répondre. C'est est-ce qu'on va tirer occasionnellement avec la carabine PCP ou on va avoir une fréquence assez soutenue. Si on va tirer occasionnellement, c'est pour découvrir le CO2, on a un budget assez restreint, on peut par exemple tourner sur une CR 600. Cette carabine là, c'est une carabine PCP parce que qui dit PCP dit gaz, l'air c'est du gaz, mais le CO2 aussi c'est du gaz. Et donc là on a les fameuses cartouches de 12 grammes, c'est ce qu'on retrouve dans les pistolets à plomb pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Ça c'est l'équivalent à peu près d'une... ça dépend de la distance, mais voilà, on va parler aussi de distance. Là en puissance on est sur du 10 joules, on arrive à faire de bons cartons jusqu'à une trentaine de mètres. Sans avoir, enfin en appui, mais sans avoir besoin d'un chevalet de tir, sans souci, une trentaine de mètres, avec pas trop de vent comme maintenant. On a un vent de 18-20 km/h, ça commence à être un peu déjà costaud, un vent de 18 km/h pour du 4,5, parce que le 4,5 c'est le calibre, hein. Le 4,5 c'est des plombs qui font donc 4,5 mm de diamètre et un poids qui est généralement compris au 0,5 g. Donc c'est assez volatile, dès qu'il y a un peu de vent, et bien on a plus de précision. C'est pour ça que souvent une carabine à plomb, carabine PCP en moins de 20 joules, on conseille pour la distance c'est jusqu'à 25-30 mètres. Voilà. Savoir que celle-là je l'ai testée dans des conditions plus qu'optimales, avec un chevalet de tir, quasiment 0 km/h de vent. C'est vraiment un facteur hyper important. Le vent, si on tire avec un vent de 20 km/h, faut se contenter à 30 mètres. Après, quand on n'a pas de vent, avec un chevalet de tir, on arrive à tirer facilement à 50 mètres. Et encore un autre facteur à faire très attention, c'est le projectile. Si on ne prend pas des plombs emboutis, alors plomb embouti, c'est tout ce qui est FX Airgun, JSB, c'est du plomb haut de gamme sélectionné. Ça veut dire qu'ils font gaffe au diamètre de la jupe, ils font gaffe au poids, et ça c'est hyper important. Quand on est sur une boîte de plomb qui vaut 4 fois le prix d'une boîte de plomb d'entrée de gamme, mais voilà, on veut avoir de très bons coupements à 30 mètres, on prend les plombs adéquats. Si on prend une boîte de plomb à 5-6 €, 30 mètres déjà ça commence à faire vraiment beaucoup. Et là effectivement on peut se dire mais pourquoi ça fonctionne pas bien, pourquoi j'ai pas tel résultat. Le plomb c'est hyper important. Si on ne prend pas du plomb FX Airgun, JSB, et encore dans JSB c'est un peu comme tout, il n'y a pas les plombs qui sont adaptés par rapport au pas de rayure du canon. Et souvent JSB exact, voilà, souvent quand je dis JSB c'est JSB exact ou FX Airgun. Bon, ça on en reparlera du projectile. Là on est sur comment les recharger. Donc la cartouche de CO2 c'est à peu près une trentaine de coups, ça dépend après de la distance et de la régularité qu'on veut, mais voilà, 30-35 coups à une distance de 25-30 mètres, on a de bons résultats avec la CR 600. Après j'en ai pas, mais j'ai la 850 Air Magnum M2 qui fonctionne avec deux cartouches de 12 grammes avec son adaptateur, ou une cartouche de 88 grammes, c'est cette cartouche là, et avec une cartouche de 88 grammes on a environ 200 coups, ça dépend aussi PV et Gun RT, la loi des gaz parfaits, et aussi elle est en 16 joules, donc on a un peu plus de patates, même distance, on a à peu près le même résultat, parce que
mine de rien, avec seulement 10 joules, cet engin-là, c'est super régulier. La 850 aussi. Et à vrai dire, j'ai pas testé, mais bon, peut-être que j'amuserai un jour à faire un tir longue distance avec la 850 Air Magnum pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, ça c'était pour la catégorie CO2. Maintenant, on va attaquer la catégorie R. Donc la deuxième partie pour le rechargement, maintenant on va attaquer donc l'air précomprimé. Alors, on a quoi? On a la bonne vieille pompe pour recharger. Là, j'ai pas d'exemple, mais on a les compresseurs chinois ou on a le bloc de plongée ici. On va commencer déjà par la pompe. Alors la pompe, faut déjà, on a mal aux épaules, on a mal au dos, on a mal quelque part quand on fait un mouvement, c'est râpé. Hein. Par contre, après, pour des petites carabines PCP, donc quand je dis petite carabine, c'est par rapport au cylindre. Là, on est sur un cylindre qui fait 0,125, si je ne me trompe pas, c'était le volume de la PR900. Donc, il faut se dire quelque chose, un coup de pompe égale à peu près un bar ou un tir. Ça dépend vraiment de la taille du cylindre. Si on prend par exemple là l'impact, on est sur du 0,580. Donc, on multiplie presque par 4, quelques, enfin on multiplie par 4 le volume. Et donc là, c'est plus un coup de pompe un bar ou un coup de pompe un tir. Là, c'est 2 voire 3 coups de pompe pour un bar. C'est costaud. Ça peut se faire, mais c'est costaud. Voilà. Sur des, souvent, on a des packs pour commencer avec les carabines en moins de 20 joules en 4-5 PCP. C'est pas trop mal. Si on en a pas mal, je répète, mal au dos, mal au bras, enfin douleur musculaire, ça peut se faire. C'est des petits cylindres. Par exemple, le PP 750, l'Artemis PP 700, ça, c'est des cylindres qui font 0,65. Ça se recharge ultra vite avec une pompe. Le compresseur chinois, c'est bien aussi. On appuie sur le bouton, tac, ça se met en route et ça recharge. Et après, si on veut vraiment avoir quelque chose, moi je sais, bon, faut avoir la possibilité d'avoir soit une armurerie, un club de paintball ou un club de plongée ou un magasin de plongée pour recharger des blocs de plongée. Donc ça, c'est un bloc de plongée. Ça, c'est le top du top parce que autant le faire vraiment avec précision. Savoir que moi, je mets de l'air respirable dans le bloc de plongée. Et donc, pourquoi je dis air respirable? Donc c'est fait pour faire de la plongée, donc on peut le respirer. Mais on a un filtre qui filtre le monoxyde, qui filtre l'huile et qui filtre l'humidité. Que avec le petit compresseur chinois ou les pompes, on n'a pas de système de filtration pour ça. Et c'est bien ça qui est intéressant. Quand on veut vraiment, et ce que je disais dans la vidéo de mise au point, je laisse rien au hasard. Quand on veut vraiment exploiter au maximum la précision de sa carabine et qu'on veut tirer au-delà des 50 mètres sans vent, hein, je répète bien, avec des bons plombs, et bien ça c'est le petit facteur en plus qui va aider. Parce que les microparticules d'humidité, d'huile et le monoxyde, je sais pas trop, mais effectivement on aura vraiment une air qui est, souvent on dit sec, mais c'est vraiment, moi je dirais air respirable qui est vraiment hyper stable. Ça c'est vraiment le plus, si on peut se permettre d'acheter un bloc de plongée, on s'achète dans les magasins de plongée et qu'on peut se faire recharger, ça coûte à peu près le même prix. Un bloc de plongée, on est dans les 300-400 euros. Moi je les achète d'occasion et je les ai rééprouvés. C'est aussi un bloc de plongée, quand on fait de la plongée et qu'on l'a à titre particulier, il faut le rééprouver tous les 2 ans. Et après il y a les blocs tampons qui sont gris avec une bande verte, ceux-là ils se rééprouvent tous les 10 ans. Et à savoir, quand on achète un bloc de plongée et qu'on fait du tir, on peut certifier sur l'honneur. Moi j'ai un super magasin à Dijon qui me rééprouve mes blocs de plongée. On certifie sur l'honneur qu'on n'a pas fait de plongée avec pendant 10 ans. Et donc tous les 10 ans on les fait rééprouver. Après ce qu'il faudra faire c'est une inspection visuelle. C'est-à-dire qu'il démonte la robinetterie et on regarde à l'intérieur s'il n'y a pas d'oxydation. Voilà, normalement c'est tous les ans. Voilà pour le côté bloc de plongée. À savoir que moi j'ai fait une formation TIV il y a 17 ans. Mais ça a un peu changé, mais je connais quand même pas mal de techniques, de conseils là-dessus, je peux vous conseiller. Je ne vends pas de bloc de plongée, mais j'ai quand même un peu
un peu d'expérience là-dessus. Alors, niveau pompe, les pompes c'est pas trop mal, ce que je disais, pour des petits volumes. Et ainsi que les compresseurs. En fait, on a à peu près le même système de filtration. Donc c'est des petits systèmes de filtration généralement. Ceux-là, ils sont pas trop mal. On a droit à 2 cotons, enfin 2 espèces de tissus là, tissu, filtre, feutrine. Et on en a un à l'intérieur et un à la sortie. Ça c'est bien, ça filtre l'humidité. C'est pas trop mal. À savoir que généralement c'est le bonhomme qui chauffe. Souvent avec des carabines, des petits cylindres d'air, on n'est pas trop embêté. Il faut faire à peu près une pause toutes les 5 minutes. Parce que finalement ici on va sentir, le bonhomme il va sentir qu'il fatigue, et surtout le corps de la pompe, on peut toucher au toucher, on va sentir que c'est chaud. Et c'est bien ça là le problème, on risque d'avoir trop d'humidité. Donc il faut faire des pauses. Et c'est la même chose avec les compresseurs. Parce qu'une fois que le compresseur il chauffe, ainsi que la pompe, eh bien on va balancer trop d'humidité. J'ai une anecdote comme ça en 2016 quand les premiers petits compresseurs ils étaient arrivés, et bon ça n'a pas trop changé depuis. On vendait des Walter Rotex RM8 et en boucle connect, et c'était un ressort qui faisait l'ouverture et la fermeture de la pine de valve de l'embout connect. Et avec les compresseurs, vu qu'il y avait un cylindre qui faisait, si je ne me trompe pas, qui faisait 0,3, et bien les gens ils mettaient le compresseur en route et ils attendaient que ça montait à 220 bars, je crois, ou 230 bars sur ces cylindres là, et coupaient. Donc on commence de 100 par exemple et on arrêtait à 232. Sauf que on balançait pas mal d'humidité, et le fameux ressort qui faisait l'ouverture fermeture de la pine valve, eh bien il commençait à rouiller, et à la fin il était fragilisé et il faisait plus son taf, et donc ça fuyait. Et c'est bien les compresseurs chinois, c'est super bien, c'est rapide, mais là finalement vu on a juste un bouton, un interrupteur à mettre en route ou stopper, eh bien on se rend pas compte, et là on crée de l'humidité. Donc quand par exemple on veut recharger une FX ou une carabine avec un cylindre qui fait 0,4, 0,5, je vous conseille quand même de bien faire attention, de faire des paliers. Au bout de 3-4 minutes, voire 5 grand max, on s'arrête. Sinon vous allez créer trop d'humidité, et il n'y a que ça, il n'y a que ces 2 tampons qui servent de filtration. Donc on met quand même, il faut faire gaffe, on va mettre de l'humidité dans sa carabine. Par contre si on crée des paliers, on fait attention, on laisse refroidir le compresseur, on aura moins d'humidité. Ça c'est hyper important. Point de vue, j'en ai pas. Alors, je vous explique vraiment tout en large, comme ça vous avez la réponse à tout. Les pompes FX, bon après ça vous intéresse, ça intéresse pas, c'est les seuls qui sont fabriqués en Europe. Bon bref, mais ils ont été malins. Ah si, il y avait, maintenant ça fait plus partie, mais Hill, c'est une marque anglaise, et bon ils font plus partie de l'Europe, ciao. Ils avaient fait un système de filtration qui se rajoutait en option à l'extérieur. Alors c'est bien pour éviter les corps étrangers, mais ça filtre l'extérieur. Nous ce qui nous intéresse, c'est à la sortie, c'est ce qui va dans le cylindre d'air. Je trouve ça pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Et que chez FX, ils ont été assez malins. Quand on achète une pompe FX neuve et qu'on la secoue, on se dit chaud. On se demande, il y a un souci, il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est qu'ils mettent des billes de silice et de charbon dans le pied de la pompe, juste avant le câble. Savoir qu'une pompe, en fait, pour ceux que ça intéresse, ça fonctionne soit avec 3 ou 4 étages. 4 étages, c'est les pompes FX. Vous savez, c'est la fameuse turbo où on peut aller d'une molette couper ou soit passer en 3 ou en 4. Et surtout, par contre, sur toutes les pompes FX, on a ce système de filtration avec des billes de silice, et ça filtre. Bon, c'est pas parfait, mais en tout cas, ça filtre vraiment bien pour une pompe en termes d'humidité. Et aussi, eux aussi, ils ont une petite feutrine, mais c'est vraiment le pied de la pompe qui va faire la différence. Voilà. Et elles sont éprouvées CE. J'entends une question, enfin je pense que la question c'est pourquoi on ne vend pas de compresseurs chinois. Eh bien, quand on passe par exemple par Amazon, c'est simple, le prix qu'on voit, c'est le prix que nous vous avez pris en TTC, nous c'est le prix qu'on va payer en hors taxe. Et même ça se trouve un peu plus cher, parce que ce qui est bien avec Amazon, c'est que pas mal de produits ils sont dans des autres pays en Europe avec des accords sur les taxes et tout ça, et donc ils ont des facilités que nous, nos importateurs, ils n'ont pas ces facilités là, et aussi il faut qu'ils aient des normes CE.
Et moi j'ai une histoire, hein, j'ai importé des choqueurs et des normes électromagnétiques. Les fabricants chinois ils peuvent vous en faire comme ils veulent, sauf qu'ils vont vous faire des normes électromagnétiques pour une lampe alors que vous avez un choqueur. Et donc quand ça passe en douane, eh bien ça passe pas. Et c'est bien ça le problème. Et là après il faut trouver un labo qui fait les tests. Et puis généralement s'il y a un interrupteur, eh bien il faut un labo pour tout ce qui est électromagnétique. S'il y a de la pression, eh bien il faut un test de pression. Et tout ça, ça monte. Moi je me souviens, c'était à chaque test, on avait pour 3 ou 4 000 euros. Et à la fin, pour un choqueur, c'était 14 000 euros de test. Et donc il y a intérêt soit d'en acheter beaucoup, ou sinon après, et bien sûr, on répercute le prix. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'importer des choqueurs. Voilà. Et c'est bien ça qui fait grimper le prix. Et oui, la différence quand on achète une pompe ou on achète un compresseur à l'aide de nos fournisseurs, eh bien on a un compresseur qui est certifié PI et CE. Voilà. Mais c'est quasiment le même, sauf qu'il a été testé, quoi. Et voilà, au moins c'est une histoire de responsabilité. Voilà. C'était pour ça, et donc moi j'évite de vendre des compresseurs parce qu'on va être au double du prix ou 50% trop cher, c'est pas intéressant. Voilà pour le rechargement, les réponses pour le rechargement. Troisième chapitre, les plombs. Donc au début j'en ai parlé, le plomb, si on n'y fait pas gaffe, eh bien c'est un énorme facteur aussi. Si on prend du plomb entrée de gamme à 5 euros, oui on peut tirer à 10 mètres, ça fonctionne bien. On peut tirer jusqu'à une vingtaine de mètres, mais on va commencer à avoir vraiment des perturbations, il va te déstabiliser. Si on veut vraiment exploiter à 25 mètres, avoir de très bons groupements avec sa carabine à plomb, hein, vous l'avez vu dans mes essais, je prends toujours soit du JSB exact ou du FX. Savoir que JSB, ils sous-traitent les grandes marques de PCP, ils sous-traitent pour FX, ils sous-traitent pour AirArms, ils sous-traitent toutes les grandes marques de PCP. À savoir qu'ils font leur cahier des charges. Et on pourrait croire que c'est les mêmes, mais si on les coupe, j'avais expliqué ça aussi, je vais peut-être remettre la photo, si on les coupe en deux, on voit que ils jouent sur le centre de gravité. Et donc ils alourdissent plus ou moins, ou ils changent l'aérodynamisme du plomb selon les cahiers des charges. Voilà. Donc c'est hyper important. Le prix est complètement différent. Les boîtes d'entrée de gamme, on est à 5-6 euros, et encore maintenant tout augmente. Et là on est sur entre 15 et 20 euros. Ça commence à cogner. Mais franchement, les plombs faits par JSB, on est sur du plomb qui est sélectionné, donc au niveau du diamètre, qui est sélectionné au niveau du poids, et ça y joue beaucoup. Par exemple, il y a pas mal de fabricants qui ne pèsent pas leur plomb. J'en ai parlé un peu avec Crossman, et le nouveau, celui que j'ai testé dans la vidéo lors de mon périple aux USA, eh bien ils sont pesés. Effectivement, ils montent en gamme chez Crossman. Savoir que j'ai pas montré la fabrication de cela, c'était encore, c'est confidentiel et ils veulent pas montrer cette fabrication. Voilà. Donc c'est vraiment important, d'où la différence entre un plomb moulé et un plomb qui est embouti et sélectionné et mesuré. Ça c'est hyper important. Et donc grâce à ça, on peut tirer au-delà des 25 mètres et s'il n'y a pas de vent, on peut aller encore bien au-delà. Et aussi ils ont une forme bien particulière. Par exemple, je vais prendre cette boîte là, ça s'appelle la forme là, c'est Field Target, et c'est bien important. C'est pas plat, hein, plat c'est ça, ou pointu. Bon, souvent pointu c'est un argument de vente parce que je sais pas si vraiment ça va améliorer la perforation, étant donné que le plomb il est mou, quoi. Mis à part, j'avoue, les Predators de chez JSB, eux, ils ont fait une pointe en polycarbone ou en nylon, bref, un plastique assez dur. Et effectivement, ça perce pas trop mal. Et en plus de ça, ça fait un effet expansion. Et alors, ils sont pas trop mal parce que niveau précision pour des plombs pointus, ça se défend bien. Souvent, les plombs pointus, c'est moyen, hein, niveau précision. Et bien, les Predators fonctionnent pas trop mal en termes de précision, et en niveau perforation ça se défend super bien. Par exemple les Redfire de chez Gamo, qui ont à peu près la même tête, vous pouvez faire un test de précision. Effectivement les Predators sont beaucoup plus chers, mais en termes de précision ça n'a rien à voir. Voilà. J'avoue, je ne travaille pas pour JSB, hein, voilà. J'ai aucune action chez JSB, hein, qu'il n'y a pas de souci. Voilà.
Après, ouais, il y a les fameux projectiles slug. Par exemple, nous, on est importateur de la marque Zan. Alors, on va faire court. Par exemple, avec une 5.5, une impact, on peut tirer facilement s'il n'y a pas de vent, jusqu'à 120 mètres sans souci avec du 5.5. Voire un petit peu plus de vent, ça va être ça la différence entre du 4.5 et du 5.5. Bien, le projectile il est beaucoup plus lourd, et aussi la différence avec du 4.5, mais ça on va parler, peut-être je vais en parler, je vais garder ça pour... en gros il y a une différence de poids, on va en parler après. En gros, il faut se dire ça, 5.5 jusqu'à... Même on peut aller au-delà, hein, mais 120 mètres, on va commencer à avoir des perturbations. Le plomb, il va bouger. Que c'est bien là l'intérêt des slugs, c'est que eux, ils sont là pour passer le 120 mètres sans souci. Parce que finalement, ça ressemble à 2 gouttes d'eau, à des ogives. Bon, ça ressemble un peu. Hein. Ça ressemble à 2 gouttes d'eau, ouais, ça ressemble plutôt à des ogives de 22. Et eh bien, par rapport à un plomb Diabolo, généralement ils sont beaucoup plus lourds. Un plomb Diabolo, on est sur du 1 g 0,30, que là on va dire qu'on commence déjà à 1,3 g avec par exemple ceux-là ils sont 23 grains, c'est pas les plus lourds, mais on a 1,5 g déjà. On a presque 50% de poids en plus. À savoir qu'on peut grimper jusqu'à 2,6 g. Hein. Donc ils sont beaucoup plus lourds, ils emmagasinent un peu mieux l'énergie cinétique, et aussi ils ont beaucoup moins de dissipation du fait de la forme du projectile. Et grâce à ça, on peut aller au-delà de la portée d'un plomb Diabolo standard. Ça veut dire que 120 mètres, c'est le début, et on peut voir les vidéos, hein, il y en a qui tirent jusqu'à 200 mètres. Moi j'ai fait des essais là jusqu'à 150 mètres. J'ai pas trouvé plus grand, mais ça se défend mieux. Après, qu'est-ce qui est plus précis à 25 mètres? Eh bien, le plomb Diabolo sera plus précis que des projectiles slug. On va dire qu'on prend du JSB à 25 mètres, 50 mètres, on groupe dans ça. Le ZAN, on va grouper dans une pièce de monnaie. Alors, ça peut paraître un peu décevant, mais attention, arriver à 120 mètres, là où ça commence à s'écarter, les plombs Diabolo, eh bien lui, le ZAN, il n'y a pas de souci. Il maintient son groupement. C'est extraordinaire, mais c'est ça. Nous voilà 4 jours après avoir réalisé cette fameuse vidéo comment débuter avec une carabine PCP. Mais en 4 jours, il se passe beaucoup de choses. Et à un moment, je parlais d'un groupement dans à peu près un diamètre d'une pièce. Et on arrive à voir encore plus précis. Parce que finalement, j'étais parti dans le principe de trouver le projectile, quand ça marche, c'est cool, de trouver le projectile adapté par rapport à sa carabine. Mais on peut aussi très bien adapter sa carabine par rapport au projectile. C'est ce que j'ai fait avec la XM1. Et donc je vais vous montrer les groupements qu'on peut réaliser à 25 mètres avec des ZAN. Alors là c'est des slug ZAN en 20 grains avec une XM1. Allez, c'est parti. Ça tire un petit peu haut. L'objectif, c'est de vous montrer le groupement. Ok. Eh bien, voici le groupement. C'est vraiment pas mauvais. On est inférieur à une pièce de 2 €. Hein. Là, on le voit par rapport à la gommette, qui est toute petite. Ah, c'est dommage là, hein, mais sinon, on avait vraiment un super beau groupement. Les 3 plombs là, ça fait vraiment un cordon. C'est magnifique. Ouais, ça sent la vidéo avec l'XM1 longue distance avec du 20 grains de chez Zana. C'est méchant, méchant. Quatrième chapitre, le calibre. Donc là j'ai un peu de tout, hein. J'ai du 9 jusqu'au 4.5 et on a des plombs slug ici. Eh bien, je le disais tout à l'heure, il y a une histoire d'énergie cinétique et de dissipation. Qui veut dire qu'un plomb 4.5 ça fait 1 demi-gramme.
on peut avoir de très bons résultats à 25-30 mètres avec des plombs emboutis, avec un peu de vent. Si on n'a pas de vent et on a un petit coussin de tir ou un chevalet de tir, on recharge avec une pompe ou un compresseur, on peut tenter le 50 mètres si on n'a pas de vent. C'est réalisable avec par exemple une XM1, une Gamo Haro, une PR 900. C'est tout à fait réalisable avec une carabine qui fait à peu près 20 joules. Voilà, c'est vraiment à peu près avec des bons plombs, hein, c'est à peu près à quoi s'en tenir. Une cinquantaine de mètres, rechargé avec une pompe, c'est réalisable, sans vent. Sinon c'est 30 mètres. Après, le 5.5, eh bien là on est sur un plomb qui pèse à peu près le double du plomb en 4.5. Et effectivement, le 5.5, ça emmagasine beaucoup plus d'énergie cinétique et ça a beaucoup moins de dissipation. Arrivé à 30 mètres, le 5.5, ça perd quand même pas mal de patates. Hein. Que le 5.5, on a un petit peu de vent, c'est pas grave, on peut tenter le 50 mètres. Quand je dis un peu de vent, c'est 16-18 km/h. On peut tenter le 50 mètres. Et sans vent, sans souci, le 100 mètres avec un petit coussin de tir en tirant couché, sans problème. Le 6.35, c'est pas mal aussi, c'est un peu plus lourd que le 5.5 et on a un peu plus de vent, c'est la même chose, on a un peu plus de vent, genre à 25 km/h, on peut faire la même chose, on peut tirer à 50 mètres sans souci, avoir des très très bons groupements et sans vent, 120 mètres à peu près, ouais. Bon, allez, 100 mètres, on est moins embêté en fait, même chose, ça garde un peu plus d'énergie cinétique et moins de dissipation que le 5.5. C62, c'est un de mes calibres préférés et pourtant le tir il est pas parabolique. On a pas mal de patates, on a plus de patates que le 6.35, c'est logique, vous allez me dire, il y a plus de poids, mais du fait que le diamètre, on a beaucoup plus d'air derrière, ça fonctionne vraiment bien. On est tenté à tirer avec des slugs, mais on a un peu peur. Le 7.62 avec une carabine qui est régulée, ah oui, ça sur des carabines non régulées, le 4.5, il n'y a pas de souci. 5.5, ça passe, avec des carabines non régulées. 6.35, c'est obligatoire d'avoir une carabine régulée. 7.62, pareil pour le 9, j'allais dire 9 para, mais non, c'est 9 mm. Il faut des carabines régulées à partir du 6.35. Après, c'est vrai que c'est bien, une carabine régulée avec du 4.5, 5.5, ça tourne encore mieux. Mais il fut un temps, c'était pas aussi démocratisé que ça, les plombs les big bore, quoi, comme ils appellent ça. Donc le 7.62, on hésite à vouloir tirer avec du slug ou du plomb Diabolo. Eh bien, on prend une FX en 7.62, ça tourne vraiment très bien. On peut arriver à 140 mètres en tirant toujours couché, bien sûr, avec soit un coussin de tir, soit un chevalet de tir. C'est vraiment, moi, c'est un de mes calibres préférés en plomb Diabolo. Bon, par contre, on est sur une boîte de plomb qui coûte plus de 20 €. Voilà. Mais ça, c'est génial. On veut pas trop se prendre la tête. On veut un tir précis, paf, on prend moi j'aime pas trop le JSB quand en 3,2 g ou un truc comme ça. Celui-là il est en 3 grammes, et à savoir que JSB il faut un 2,9 g et il fonctionne très bien aussi. Voilà. Prenez la tête qui vous donne peut-être le FX rouge, le FX bleu, c'est vraiment conçu pour tirer à longue distance. Le 9 mm, c'est pas mal, ça fonctionne bien, par contre on a un tir qui est plus parabolique. Mais voilà, hein, on tourne sur du plus de 200 joules, et encore... maintenant, ça va être encore plus puissant que ça. C'est pas mal du tout. Et par contre, ce qui était étonnant, ouais, c'est les slugs ZAN. J'allais vous dire, en termes de précision avec une bulldog, c'est une soixantaine de mètres. Et bien, avec les ZAN, on arrive à aller au-delà. J'ai tiré jusqu'à 70 mètres, j'étais épaté. Voilà. Et il y a aussi les Nosler de chez Benjamin qui fonctionnent très bien aussi, mais ils sont un peu plus lourds. Et on gagne en portée avec les ZAN, voilà. Mais les Nosler, plus de puissance, effectivement, on grimpe à 250 ou quelque chose comme ça, 270 joules. Tout dépend le grammage, le poids du Nosler. Mais le ZAN est un peu plus léger, peut-être pour ça qu'on gagne en portée, et aussi on gagne en précision. Donc voilà. Ça c'était pour les plombs. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de dissipation d'énergie cinétique. Et là, sur le côté, j'ai pris, pour faire la comparaison, là j'ai pris des slugs. Donc voilà. Donc là on a des slugs en .22 et là on a des plombs. Ah oui, j'ai pris des plombs en 4.5, c'était pas la bonne idée, faire la différence. Donc là voilà, j'ai des plombs en 5.5 pour vous montrer un peu la différence. Vous voyez? Donc là c'est bien une tête hollow point. Et un peu légèrement incurvé pour que ça soit poussé par l'air.
Avant d'attaquer un prochain chapitre, je vais faire un rappel, j'ai oublié d'en parler. Quand on recharge avec une pompe, il faut bien la tirer, là le levier, le tirer tout en haut. On descend et souvent on s'arrête à peu près ici. Et il faut faire un cycle complet. Si on ne fait pas un cycle complet, en fait finalement on a fait 2/3 de l'étape et ça ne recharge pas du tout. Il faut vraiment faire le cycle complet. Et aussi quand on recharge, on ne prend pas la pompe et on pompe comme ça. Parce que là effectivement le mal de dos il est assuré. Il faut vraiment plier les genoux. Quand on pompe, on plie les genoux et on met tout le poids du haut de son corps sur le levier. Sinon, eh bien on n'y arrive pas. Voilà, c'est hyper important. Voilà, c'était juste le petit rappel pour la pompe et j'avais oublié et j'aime bien, je suis perfectionniste et j'aime bien faire un guide complet. Allez, prochain chapitre. Maintenant on va arrêter de compter en termes de chapitres, on va parler en chapitre budget. Alors, budget. Comme j'ai dit au début, on veut faire un tir occasionnel, PCP, on a un petit jardin, 25 mètres. On peut très bien tourner avec une serre 600, on est dans un budget inférieur à 200 € avec les cartouches de CO2 compris dedans. Ça c'est bien, on peut tourner, on peut faire de très bons tirs à 25 mètres pour un petit tir occasionnel parce que finalement après ça revient un peu cher les cartouches de CO2. Si on veut être autonome, on peut très bien attaquer avec une Gamo Arrow qui fonctionne très bien, hormis les plombs qui sont fournis avec, mais il y a un pack pour à peu près 500 € et on arrive à avoir de très bons résultats si on met des plombs JSB ou FX Arion. On a la XM1 qui est à peu près dans la même trempe. La XM1, la PR900 qui dispose de la même mécanique, on a la Icon dans cette zone de budget, savoir qu'on a une lunette, on a la pompe, la carabine et une boîte de plomb. Si on prend notre pack avec notre pack qui est une boîte de plomb JSB exacte. Comme ça on a un ensemble qui est sympa. Hormis cette lunette là, je l'ai mise, j'ai fait exprès. Enfin la lunette ça va, c'est une 3940 mais c'est surtout ici, en fait on a un montage ajustable. Ça permet de créer une pente, ça veut dire que quand on tire à longue distance et qu'on arrive en butée au niveau de la hauteur, et bien là on dévisse, on crée une pente et donc on récupère de la plage au niveau de la hauteur, la plage de réglage. Voilà. Ça vaut quand même 70 € mais c'est pratique quand on tire très très loin. Et donc on va aller au-delà du 50 mètres par exemple. En deuxième, après il y a des choses beaucoup plus pointues, on peut prendre une armada. Si par exemple on dispose d'une licence de tir, on veut quelque chose d'au-dessus de 20 joules, on a l'armada qui fonctionne très bien, Marauder, etc. Walter Reign de chez Walter. On peut aussi prendre des choses assez extrêmes, la Bulldog, là on est sur du plus de 200 joules et c'est toujours très simple de fonctionnement parce que on n'a pas de régulateur. Après, ou par exemple aussi j'ai oublié, il y a la M25 qui est pas trop chère et qui est en 5.5 aussi, de chez Snowpeak, qui fonctionne très bien. Après ce qui est intéressant c'est les carabines avec régulateur. Alors il y a des carabines avec régulateur, par exemple ça veut dire qu'on a un cylindre qui a 200 bars à l'avant et le régulateur est réglé jusqu'à 120 bars. Ce qui veut dire que de 200 à 120 bars dans le cylindre, eh bien on a tout le temps le même tir qui est régulé. En dessous de 120 bars, bien sûr, le régulateur a pu faire son travail et donc on va avoir un tir qui va décroître en précision et certainement qui va descendre vu qu'on a moins de puissance. Ça c'est pour les carabines, par exemple, en exemple on a la Royal 400 de chez FX qui fonctionne avec un régulateur qui est réglé à 140 bars. Après, imaginons qu'on veut quelque chose de plus performant, on a les Crown. J'ai fait un essai par exemple d'une FX Crown et là on a un régulateur, on peut ajuster sa pression. Donc savoir que quand on ajuste la pression du régulateur, on peut diminuer ou augmenter la puissance de la carabine et on a, comme sur la M3, une molette de réglage. Et la molette de réglage aussi, elle va influencer la puissance de la carabine, sauf que là, cette molette de réglage là, il y a une masse qui tape contre la valve, qui délivre l'air, et donc si on met plus de force dans le ressort, la masse, elle va taper plus fort la valve et donc on augmente encore la quantité d'air. Donc voilà, je vous montre un peu crescendo les différences.
Et après il y a pire, par exemple la M3 où là, à savoir que si on commence déjà avec une carabine comme la Crown, on peut déjà un peu s'amuser à tirer, on la prend en .22, 6.35 comme vous voulez, ou 7.62, on peut s'amuser déjà à influencer donc puissance, vitesse, et là on peut commencer à se dire bah tiens, j'arrive à bien maîtriser les plombs Diabolo, maintenant est-ce que je vais tenter les ânes pour tirer plus loin? Et là je vous conseille d'utiliser des plombs ânes, si on veut tirer au-delà des 120 mètres. Voilà. Et comme ça on peut ajuster par rapport aux différents poids des projectiles. Après sur la M3, donc toujours on peut tirer du ZAN, on peut changer les canons pour mettre des canons spécial Stog. La M3 en fait elle a deux régulateurs, comme ça vous pouvez voir un peu la différence. On a un premier régulateur qui est juste après la bouteille. Lui, le premier régulateur en fait il va décomprimer, il va stabiliser l'air qui va passer au deuxième régulateur. Deuxième régulateur qui est ici, qu'on règle ici, et donc lui, et le mano il est ici, lui on va le régler en dessous bien sûr du premier régulateur, ça dépend du projectile et ce qu'on veut faire, donc on le règle à une puissance inférieure. Lui il va vraiment jouer sur la puissance, à savoir que là on a aussi la molette de réglage pour la force de frappe de la masse, un micro ajusteur pour régler finement au FPS près. Et en plus, on a un plénium. Donc le plénium, en fait, ça permet d'augmenter le volume d'air qui est derrière la valve, et aussi du fait qu'il est beaucoup plus large, et aussi de refroidir l'air. Et donc, encore la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, et dans de l'air qui est beaucoup plus frais, on aura beaucoup plus de volume dans un même volume. Vous voyez ce que je veux dire, on aura plus de quantité d'air dans un même volume que si on aurait de l'air qui serait beaucoup plus chaud. Voilà. Parce qu'en fait, dans PV égale NRT, T c'est la température. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu en termes de budget. Je fais attention, ça se trouve je fais attention avec YouTube à pas trop parler de prix, parce que aussi ils aiment pas trop ça YouTube. Voilà. Je pense que je vous ai bien aiguillé là-dessus. Donc là c'est le chapitre conseil pour alimenter sa carabine à plomb, parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs avec des carabines à plomb PCP. Donc la plupart du temps, on a droit à des barilets avec un plexi devant. A savoir que le projectile, la tête du projectile, il doit être à l'opposé du plexi. Donc on doit voir le cul du projectile contre le plexi. Et toujours, il faut toujours armer le barillet, mettre le premier plomb qui est ici. Donc bien faire attention là, si on met le projectile, on met la jupe en premier et la tête qui doit être devant. Hop, ça va le bloquer. Bon là j'ai pas de plomb sous la main. Mais en gros, ça va le bloquer. Et après, on peut garnir chaque alvéole. Donc on est bien d'accord. Hein. Ici, la tête, elle est en premier. Et on a la jupe du projectile qui est contre le plexi. Et idem pour les plombs fixes. Pour les barilles fixes. On arme le ressort. On met le premier plomb ici. Tac. Voilà, ça donne ça en gros. Et là, on loge. On garnit toutes les alvéoles. Et là, pareil, hein, la tête du plomb en premier. C'est comme ça avec les barilliers d'Armada, de Marauder. Ah non, c'est différent, par exemple, je reviens. Hop. Je reviens. Ouais, c'est différent avec les barilles de la Bulldog. Et bon, normalement, je pense qu'on a un sens. Non. Mais bon, voilà, on sait que ici, c'est le rechargement. On met la tête du projectile en avant et hop, on remplit chaque alvéole. Ça c'était le conseil pour les barilliers. Après il arrive souvent qu'on bloque un plomb dans la carabine. C'est dû à une mauvaise utilisation. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Là on a le single shot, c'est-à-dire que au lieu de mettre un barillet, on a un petit entonnoir on va dire hein, pour placer les plombs dedans, une auge, voilà. Et là vous voyez, hop, on peut mettre le barillet. Mais ça sera plus parlant avec le single shot. Donc, ce qui se passe, imaginons qu'on a mis le barillet. On a donc le barillet qui est complet. On arme, je sais pas si on voit la tige. Ouais, on voit la tige, on voit la tige, tac. Là, le plomb il passe. Vous voyez, j'ai encore de la résistance au niveau du ressort. Hein. Le plomb il passe. On s'est dit, ah bah c'est bon, c'est passé, tac. Sauf que on appuie sur la queue de détente
eh bien, il n'y a pas de tir. Alors, la bêtise à faire, pas faire, c'est encore réarmer et remettre un deuxième plomb. Si jamais ça vous est arrivé, donc là, il y a un plomb qui est chambré, eh bien, c'est simple, on arme à fond, on fait attention au déclic. Ouais, c'est ce bruit-là. Là, on sait que le marteau, il est armé, il est bloqué par la gâchette. Ça, c'est la queue de détente, et la gâchette, c'est la pièce qui va bloquer le marteau. Hein. Et donc, on enlève le barillet, tac, le plomb il est chambré, hop, on referme, et là, on tire. Bon, là, je vais désarmer, tac, voilà. Et après, on remet le barillet. Faire très attention à bien armer à fond le levier d'armement. Là, on le voit bien, c'est une bonne idée parce qu'on voit bien la tige. Et la tige, elle doit être complètement en arrière. Bon, on ne le voit pas avec le barillet, mais c'est pour vous montrer et que ça soit imagé. Voilà. Ça, c'était le conseil numéro 1. Deuxième conseil, au niveau des pressions. Faites attention. Parce que finalement, une XM1, une PR900 et toutes ces petites carabines là, ou les Gamo Hero, eh bien, la masse, elle tape toujours de la même force. Qui veut dire que si vous avez 200 barres de pression, eh bien la masse, elle va taper pareil. Et que si vous avez 40 barres de pression, vous n'avez pas fait attention, bon, c'est quand même un peu abusé, eh bien la masse, elle va taper super fort. Tu vois, vous risquez de ne pas avoir assez de pression dans la carabine. C'est ça qu'il faut se dire généralement. 120 barres, on commence à recharger sa carabine à plomb. Parce qu'on voit que les tirs ils décroît. Bon, des fois, il y en a certaines des 4-5 jusqu'à 100 barres. Ça dépend des modèles. Mais en gros, voilà, 100 barres, on commence à recharger en pression sa carabine. Déjà, il y a moins de taf si on recharge à la pompe que de recharger à 80 barres. Et puis 2, après ça dépend. Il y a des gens qui tirent à 25 mètres. Mais c'est pas bon de tirer en dessous des 100 barres parce que la force de frappe de la masse est toujours la même. Et donc, c'est là où on va fragiliser la valve. Donc voilà, moi souvent, ce que je conseille, c'est arriver à 100 barres, hop, on recharge. Et voilà. Et si on tire, ouais. Après, il arrive quand on doit les démonter qu'on est obligé de tirer à vide. Bon, c'est occasionnel. Hein. C'est parce qu'on est obligé de vider le cylindre d'air. Mais voilà, ça c'est le deuxième conseil. Évitez de tirer en dessous de 100 barres. Parce que la masse elle frappe toujours pareil. Voilà. Eh bien, je pense que pour les conseils, c'est fait. Et puis, bah, pareil aussi, hein, vous avez un régulateur. Ça fonctionne, il est réglé à 120 barres. Ça sert à rien d'aller en dessous. Vous aurez un tir qui sera moins précis. Voilà. Bon, bah, pour les conseils, c'est fait. Donc là, on attaque le chapitre transfert d'air. Donc on a soit un embout qu'on vient introduire dans le cylindre, ou on a carrément le système Quick Connect qui est ici. C'est souvent les deux types. Voilà. Hop là. Donc je vais vous montrer. Donc c'est le même système que la pompe, sauf que bien c'est le bloc de plongée qui va faire le travail. Alors, on insère l'embout. Même chose que sur la pompe. On a une molette qui sert de purge et aussi qui sert d'étanchéité. On serre la molette. Tu la vois là, ça? Et là, hop, on tourne. On transvase. Moi, je fais gaffe. Savoir que sur les blocs de plongée, on ne peut pas régler la pression. Donc, j'essaye de pas trop ouvrir la robinetterie pour faire le transfert. Et à la fin, hop, je joue un peu plus. Voilà. Donc là, on peut regarder, on a 200 barres de pression. Hop. Là, je purge. Donc l'air qui est dans le câble. Même chose sur la pompe. Hein. Une fois qu'on arrive à la pression voulue. Tac. Et là, on peut enlever l'embout. Savoir que si vous purgez pas, c'est impossible à retirer. Hein. C'est même dangereux. Et hop, ici on peut contrôler qu'on a 200 barres de pression sur le mano. Bon, j'avoue la XM1 S4 là, c'est compliqué de voir la pression. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Je pense que j'ai passé tout en revue. Enfin, j'espère. Si jamais j'ai oublié quelque chose, bah, vous pouvez mettre un commentaire et voir si c'est quelque chose de très important que j'aurais oublié. Eh bien, par exemple, le réglage. Le réglage, je vais mettre le petit i d'information là. J'ai fait une vidéo complète aussi sur le réglage de la lunette. Comme ça, hop, vous aurez. Bon, elle est un peu vieille la vidéo, mais pendant 15 minutes, j'explique toutes les combines pour régler les lunettes. Voilà. Oui, bah voilà. Je pense que j'ai tout dit.
Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power et vive le PCP!